faudrait commencer par où pour comprendre cette aventure de comment tu t'es retrouvé 3 mois dans un arbre ? Ça commence par Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand. Quand je découvre à la fin de la pièce de théâtre de Cyrano de Bergerac, Cyrano est à l'agonie et on veut le soutenir, il tombe, il trébuche et il dit « Ne me soutenez pas, rien que l'arbre ». Rien que l'arbre. Alors, moi qui avais un trébuchement dans ma vie, un trébuchement intérieur, qui n'arrivait pas à me relever, j'ai eu cette petite lumière à travers Cyrano de Bergerac en me disant « Et si moi aussi je m'adossais à un arbre, si moi aussi je m'appuyais à un arbre ?» Et j'ai dit « Rien que l'arbre ». Je suis parti en forêt, j'ai trouvé un arbre dans une forêt entre Sarlat et Rocamadour dans le Périgord noir et j'ai construit une petite cabane à 6 mètres de hauteur et j'ai dit « Rien que l'arbre » pendant un printemps. Bonjour, je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR. Et tu écoutes Aller-Retour, le podcast du magazine Voyageur. Et aujourd'hui, accroche-toi aux branches, on rencontre un homme des bois, Édouard Cortés. Il se sentait fatigué du monde des hommes, alors il a pris de la hauteur pour vivre au sommet d'un arbre, dans une cabane. Lui, l'explorateur, le nomade, qui a traversé le Caucase à pied, qui est parti à la découverte du patrimoine de l'Afghanistan, qui a fait un raid en 2 chevaux de Paris à Saïgon. Lui, le membre de la Société des explorateurs, a passé 4 mois sans bouger dans une forêt du Périgord noir. Et de ce voyage immobile est né un livre et une BD, Par la force des arbres, paru chez Rue de Sèvres. Pendant le dernier festival du film et du livre d'aventure de La Rochelle, le FIFAV, je lui ai tendu mon micro. Une rencontre forte qui nous invite à regarder l'infiniment petit comme un monde merveilleux. Retrouve cet entretien dans AR, actuellement en vente avec le Japon en couve. Toi, tu as quand même une âme plutôt de nomade, de vagabond. Oui, il y a une contradiction en moi que j'assume parfaitement, ce drôle de paradoxe. Est-ce qu'on est plus heureux au pied de son arbre ou est-ce qu'on est plus heureux en allant voir ailleurs, plus loin Et la Maillard disait il faut aller voir ailleurs, il faut aller voir. J'ai toujours cette ambivalence. Est-ce qu'il faut aller poursuivre, voir ce qu'il y a à l'horizon ou est-ce qu'il faut rester au pied de son arbre ? J'assume cette ambivalence, mais c'est vrai que j'ai plus un tempérament et on pourrait dire que mon université, mon école a été celle des voyages. Les voyages forment la jeunesse, mais vraiment j'ai eu la joie d'avoir une grosse période intense de nomadisme et je cherchais à m'enraciner. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai imaginé ce voyage immobile, ce voyage dans un arbre et Proust disait j'ai fait un merveilleux voyage à cheval sur les mots. Eh bien moi j'ai fait un merveilleux voyage à cheval sur une branche, enfin c'était au niveau de la couronne de l'arbre, donc au niveau des mésanges et des sitelles, j'ai fait un merveilleux voyage dans un arbre. En restant immobile dans une cabane, j'avais plus de 200 espèces, celles qui gravitent autour d'un chêne en permanence. J'avais plus de 200 merveilles, de 200 beautés qui venaient me visiter tous les jours. Donc j'avais rien à faire. C'est incroyable d'inverser le processus du voyage. On se dit, pour voir la merveille, il faut aller au fin fond de l'Afghanistan. Pour voir la merveille, il faudrait aller en Amérique du Sud, en Patagonie, voir les grands glaciers, etc. Non, moi je prends ma loupe. J'ai découvert ça, que je pouvais prendre une loupe, la mettre sur la branche d'un chêne et descendre dans les forêts, les petites forêts de lichen, descendre dans les mousses, descendre dans la naissance d'un champignon, d'un amadouvier sur la branche d'un chêne, descendre dans l'écorce, les mondes, les petits mondes microscopiques d'un arbre, d'un chêne en particulier, sont merveilleux. Et puis alors j'avais aussi des jumelles, si j'avais du micro, j'avais aussi un peu de macro, et donc j'observais les oiseaux, les écureuils, les chevreuils, les sangliers, les renards qui gravitaient autour de ma cabane. Peut-être que ceux qui m'ont le plus impressionné, parce que j'étais à leur hauteur, parce que je me suis niché à leur hauteur, c'est les oiseaux. Aussi, puisqu'il y a quelque chose, ils mettent en éveil tous les sens, les oiseaux. Le son, l'œil, il y a même quelque chose d'assez étonnant à la fin du printemps, quand les oiseaux venaient traverser la cabane. Ma cabane a 6 vitres que je peux ouvrir. Je sentais même, en fermant les yeux, le vent léger des ailes. Voilà. Alors ça, quand vous sentez le vent léger que fait une aile de mésange quand elle traverse votre cabane, là vous vous dites que vous avez réussi à vous nicher un petit peu pour un temps auprès des oiseaux. Et j'ai trouvé que
parmi les oiseaux, j'avais ma place. Parmi les citelles, j'avais ma place. Je ne sais pas si j'ai été adopté, ils devaient trouver que c'était un drôle d'oiseau dans cet arbre. Mais j'ai trouvé que là, voilà, j'avais fait un voyage qui pouvait me rendre, comme mes autres voyages, très heureux. C'est assez haut pour m'éloigner un petit peu du monde et faire une vraie coupure. Est-ce qu'on peut faire un peu le tour de ta cabane? Parce que là, on voit que tu nous as dit qu'il y avait des vitres. Comment on y accède et tu peux nous faire une petite visite? Bien sûr, on arrive déjà sur une colline dans le Périgord noir. C'est des petits chênes rabougris et puis au milieu de ces petits chênes un peu perches, un peu haut, il y a un chêne plus large sur la colline. C'est là que j'ai mis mon nid. On grimpe sur une échelle de corde assez rustique que j'ai fabriquée. Et ensuite, 6 mètres de haut, on arrive dans la couronne de l'arbre. Donc la couronne, c'est ces branches qui font vraiment les premières branches charpentières, après le fût et le tronc. Là, j'ai un grand parquet. On rentre par une trappe. La trappe est dans le parquet. Donc il y a un peu un côté... on a l'impression de rentrer dans une autre dimension, d'être hors du monde, parce que cette trappe est un peu magique. Voilà, c'est la porte d'un rêve ou d'ailleurs une cabane. Ça part toujours d'un rêve. Une fois qu'on est à l'intérieur, des vitres partout. C'est conçu comme un phare. Vraiment, tous les murs sont faits de vitres à petits carreaux que j'avais récupérés. Je peux ouvrir 6 vitres. Voilà, et donc la lumière est partout. J'avais imaginé cette idée de vitre pour pouvoir être en permanence, un peu isolé évidemment, mais pour être en permanence un œil sur la forêt et pouvoir avoir aussi tout le temps la lumière du printemps. Voilà, sentir les variations du printemps. Mon rythme, j'étais sans montre et mon rythme s'est posé sur celui du soleil et celui du chêne. Et ensuite j'ai un lit en mezzanine. De ce lit en mezzanine, je peux atteindre le toit de la cabane, et dans ce toit de la cabane il y a un oculus, c'est-à-dire une vitre au sommet du toit, ronde, un peu comme dans une yourte, voilà, et je peux sortir par le toit. Donc je peux ouvrir la vitre du toit et sortir par le toit pour aller dans les branches supérieures, donc là pour aller dans la canopée, pour aller voir les nouveaux rameaux du printemps. Donc ça c'est les différents étages de ma cabane, et ensuite j'ai des petites étagères, il y a mes vêtements, des livres, des bocaux avec les réserves, ma farine de gland de chêne, un petit oratoire, et j'ai des bancs dans lesquels je range mes réserves de nourriture, une petite gazinière pour faire chauffer de l'eau ou pour faire cuire mes repas, et un bureau de travail. Et enfin, une petite terrasse. J'ai une fenêtre qui ouvre sur une toute petite terrasse qui est taillée en pointe comme la proue d'un bateau et qui s'avance sur une branche. Et là, j'ai passé de très belles heures à observer, méditer, lire, à rêver en fait. En fait, c'est une rêverie immobile. Monsieur Lemoyle, vous vivez depuis 82 ans dans la forêt. Vous bâtissiez vous-même vos huttes. Vous les faisiez vous-même, les huttes. Oui. Tout en bois. Ah, tout en bois, comme cela. Qu'est-ce que vous préférez? Vivre dans un village ou vivre comme ça en forêt? Enfin, c'est mieux la forêt pour moi. Mais c'était une vie d'ermite quand même, quelque part. Tu t'es complètement retiré du monde. Oui, c'est un retrait du monde. Il y avait une nécessité, parce que dans mes tourments intérieurs, il y avait une forme de dépression. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tous les cas, je peux dire qu'il fallait que je me retire de la pression du monde. Celle de la vitesse, celle du bruit, celle des exigences, de la sollicitation permanente, quoi. On se demande parfois si le monde n'est pas devenu une grande notification. Alors je voulais me retirer des notifications permanentes et pouvoir être appelé uniquement par des choses très simples, les espèces qui gravitent autour du chêne et le chêne lui-même qui lui m'appelait en douceur. Enfant, monter aux arbres était un de mes jeux favoris. Tilleul, cèdre, charme, hêtre, je voyageais des heures dans leurs bras ou sur leurs épaules. Depuis ma première balançoire sous un marronnier centenaire, j'aime les arbres éperdument. On se réfugie toujours dans les bras de ceux que l'on chérit. Et j'aimerais revenir sur cet état que tu qualifies effectivement de vouloir te retirer du monde, parce que tu as quand même la casquette d'aventurier, tu as voyagé partout dans le monde, et c'est vrai qu'on se dit un aventurier c'est fort, le mec il doute pas, le mec il avance, et là tu abordes cette fragilité au départ,
la santé mentale, le fait que t'étais pas bien ou quoi, et c'est ce qui t'a mené sur cet arbre. C'est beau d'aborder cette fragilité-là. Je crois que, je sais pas, il y a pas beaucoup de courage à aborder cette fragilité. Je crois que tout simplement, c'est arrivé par nécessité. À un moment, il fallait que je mette des mots. Moi, je ne sais pas mettre des mots sur un mal qui me rongeait. J'ai mis très longtemps avant de mettre un mot. Peut-être même que on va pas faire de psychanalyse, de divan, de l'aventure, mais peut-être que mes longues marches en long cours, mes voyages, etc., peut-être que je fuyais quelque chose. Je veux pas analyser ça du tout, mais en tous les cas, je pense que en venant dans cet arbre et en faisant ce voyage immobile, au moins j'étais face à moi-même, face à mes démons. Je ne pouvais pas utiliser la fuite ou l'action, le vélo, le cheval, la deux chevaux, l'élan de l'action pour fuir peut-être des choses que j'avais à l'intérieur, quoi. En fait, j'ai de nombreuses fois voulu aller au bout du monde, et puis là, c'était l'occasion d'être un peu plus vrai. Qu'est-ce qu'il y a au bout de soi-même, quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une cabane seul pendant 6 mois et qu'il faut faire le tour de soi-même? Alors là, on est face à ces vieux démons, mais aussi avec ses beautés, parce que quand on descend dans les bas-fonds, dans les tréfonds de son intérieur ou de son âme, il y a aussi les profondeurs, et ça se confond, les bas-fonds et les profondeurs. Et c'était ça que je voulais aller chercher grâce à l'arbre, quand l'arbre débourre au printemps, c'est qu'il me montre que dans les bas-fonds, il y avait aussi une certaine profondeur. Alors cette ambivalence, voilà pourquoi j'ai aimé ce mode de voyage immobile. Et oui, il y a une contradiction entre le nomadisme et cette démarche de retrait du monde. Les Grecs disaient l'osium. On se retire des affaires, voilà. Alors c'est une forme d'osium, une forme de retrait, une forme de retraite. Oui, je crois que c'est bon de se retirer un temps, quand c'est pas totalement subi, évidemment. Mais je crois qu'il est bon de se retirer de temps en temps pour prendre de la hauteur. Et à 6 mètres de haut dans la forêt, c'est quand même bien de pouvoir prendre de la hauteur sur sa vie. Et tu dirais que tu vas mieux aujourd'hui ? Oui, je vais mieux grâce au chêne qui m'a donné cette leçon peut-être un peu à la manière des fables de La Fontaine, c'est-à-dire que le chêne pousse sur son bois mort. De son bois mort, il fait son élévation. Des tréfonds de ses racines de plus en plus profondes, dans les bas-fonds, dans les profondeurs, dans la noirceur de la terre, il fait son élévation des rameaux. C'est dans La Fonction du poète de Victor Hugo, toute idée humaine ou divine qui prend le passé pour racine a pour feuillage l'avenir. Alors voilà, on peut s'appuyer sur les tréfonds du passé, sur les difficultés, les tragédies de la vie. On peut aussi s'appuyer dans ces profondeurs-là ou dans ces bas-fonds et essayer d'aller vers la lumière. Voilà, c'est la leçon du chêne, parce que lui, à chaque hiver, il perd tout. De ses feuilles, il fait de l'humus, et de cet humus, il recommence à faire des rameaux. Très belle leçon, effectivement. C'est de t'écouter comme ça. Non, ça nous donne des forces. C'est pour ça d'ailleurs que avec mon éditeur, on a fini par trouver par la force des arbres, parce qu'en fait, comme titre de mon livre, c'est parce que vraiment il y a une puissance dans le chêne, enfin dans les arbres, et il y a aussi une fragilité. Les arbres ont cette petite fragilité dans leurs doigts, si je prends une image, c'est un peu trop facile de comparer les arbres aux hommes ou les hommes aux arbres, mais ils ont au bout de leurs petits rameaux comme des ruptures en cas de grosse tempête, pour éviter qu'ils flanchent totalement. Comme la fable de La Fontaine, le chêne qui tombe. Une grosse tempête, un vent, un orage, ils larguent déjà leurs doigts, leurs rameaux. Il y a des petites ruptures qui sont prévues, et il suffit de voir dans un parc, n'importe où en forêt, après une tempête, on ramasse des branches. C'est pas des feuilles qu'on ramasse, c'est des toutes petites branches, et on voit l'endroit où il y a une rupture. Voilà. Alors ça, c'est génial. On se dit, l'arbre, il a prévu qu'en cas de forte difficulté, en cas de tragédie, il a prévu quelques manières de s'en sortir. Voilà. Plutôt que de flancher. Donc il y a des fragilités. Il est obligé de perdre un peu plutôt que de tout perdre. Voilà. Il y a plein de stratégies comme ça. Là, moi, j'aime bien cette chose improbable. Il est enraciné. Il ne bouge pas.
Et il demande aux oiseaux, aux écureuils, aux martres, à tout ce petit monde qui gravite autour de lui, de l'aider à se reproduire ailleurs. Et donc tout ce petit monde, les geais ont des cachettes dans leur... ils ont un double menton, ils cachent des glands et ils les attrapent, ils peuvent attraper plusieurs glands et ils vont les disséminer loin ailleurs, ils les enterrent, les écureuils aussi. Alors la reproduction se fait alors qu'ils sont immobiles. Ils sont quand même super ingénieux, les arbres. Et c'est pour ça que j'aimerais bien, moi, être un homme arbre, un homme chêne, c'est-à-dire enraciné, tranquille et en même temps apaisé. Oui, on vit bien auprès de son arbre, chantait Brassens, apaisé et en même temps pouvoir faire jaillir la vie. On n'est jamais maître de sa fécondité. Le chêne aussi, il n'est pas tellement maître de sa fécondité. Il demande aux autres de s'en occuper. Voilà. Il dit allez, mettez-moi ces glands ailleurs. Et ça fait des stratégies incroyables parce que des chênes très costauds, très forts, etc., des rois de forêt, eh bien, peuvent être transportés par un geais ou par un écureuil à des kilomètres. Et pour terminer, un peu ton quotidien dans cette cabane, c'était presque militaire ou comment tu étais organisé? Oui, il y avait quelque chose de militaire ou de monacal dans mon quotidien, mais quelque chose de très simple, rien de violent. Lever et coucher avec le soleil, un peu de sport matin et soir, de la méditation, de la lecture. Et le gros de ma journée, un carnet de bord, mais le gros de ma journée, c'était l'observation du micro, du macro dans la forêt, l'attention, en fait, le retour de l'attention. Et l'attention à la beauté, c'est pour ça que j'ai souvent vu comparer ma cabane à une sorte de grand balcon sur la beauté du monde, sur la beauté, un balcon en forêt. C'est Julien Gracq qui avait écrit son livre « Un balcon en forêt », mais c'était ça, j'avais un merveilleux balcon en forêt. On peut dire le voyage immobile, mais on peut dire aussi que j'avais ouvert une fenêtre, puis j'étais là à regarder pendant 4 mois ce fourmillement de merveilles. Alors oui, c'était pour moi l'expérience, moi qui avais été chercher les merveilles ailleurs autour du monde, c'était pour moi l'expérience que, en étant attentif, en renouvelant son regard, en faisant l'effort de l'attention, Simone Weil, la philosophe, en avait fait un livre, L'attention, on pouvait vraiment se pencher sur la merveille qui était si proche de nous. J'ai vu que tu faisais de la sculpture sur bois aussi. C'est ce que tu as découvert au sommet de ton arbre? Oui, il fallait parfois tromper un peu l'ennui parce que parfois il ne se passe rien aussi dans une cabane. On peut observer les fourmis pendant des heures, ou le débourrement de son chêne, mais c'est très lent le débourrement des bourgeons pour donner une feuille. Donc j'avais emporté des couteaux et des couteaux crochets qui m'ont permis de faire des cuillères. Je me suis mis un peu à la sculpture, c'est vraiment sommaire, des petites fourchettes et des cuillères, mais je m'en servais de mes cuillères dans la cabane. Voilà, avec du bois, c'est sympa de pouvoir faire avec du bois mort, de son chêne, des branches qui étaient tombées au sol ou du bois que j'ai récupéré autour pour faire des petits objets. C'est aussi j'ai fabriqué ma cabane et j'aime bien ça d'être dans l'action et que la main puisse nourrir l'esprit puisse nourrir la main. Alors quand j'ai fait mes cuillères, il y a une sorte d'action de la main et alors il y a une forme de méditation dans la cuillère. Il y a un geste répétitif, il faut un geste précis, mais il faut aussi un geste répétitif qui est de l'ordre, je dirais pas que ça trompe l'ennui, mais que ça le canalise en une activité qui peut être nécessaire si vous avez besoin d'une cuillère. Et quand même, cette idée de sculpture, de chêne, ça t'a porté ailleurs où tu n'avais pas forcément prévu au départ. Oui, le chêne, ce chêne immobile m'a porté à une sculpture étrange puisque j'ai taillé une pirogue à la hache, une pirogue dans un chêne et j'ai descendu la Loire après pour faire une autre exploration qui est une exploration aussi en France pour découvrir les merveilles des îles de Loire. Et là, pendant 5 semaines en forêt, j'ai taillé avec la hache, l'herminette, la gouge, donc des outils uniquement manuels. J'ai taillé une grande pirogue de 4 mètres dans le tronc d'un chêne et je crois que de la cuillère à la pirogue, il n'y avait qu'un pas, celui de changer la dimension, quoi. Cueillez sans tarder le bouton de la rose. En latin, on exprime ce sentiment en disant « carpe diem ». Cueillir lorsque l'occasion se présente.
Parce que pensez ce que vous voulez, seulement personne ne réchappe. Tous autant que nous sommes, nous cesserons un jour de respirer, nous nous refroidirons et nous mourrons. À un moment, tu dis dans ta BD, au moment de mourir, quand même, va venir à se poser cette question, est-ce que j'ai eu assez d'audace pour suivre mon étoile? T'en es où? C'est une grande question. Si je mourais après cette interview, est-ce que je regretterais quelque chose? C'est ça la question. Est-ce que j'ai pas grand-chose à regretter? Évidemment, on fait des erreurs, on a ses échecs, on a ses oublis. Mais je voudrais pas, si la mort me saisissait maintenant, je voudrais pas me dire que j'ai manqué d'audace. Vraiment. Le seul courage que j'ai, c'est de me reconnaître que j'en ai pas beaucoup justement et qu'il serait temps de se remuer le derrière pour faire un petit peu. On a beaucoup de rêves dans une vie, mais pour en faire quelques-uns, quoi, pour au moins avoir osé, quoi. Mais la question c'est si je meurs maintenant, voilà. Si je meurs maintenant, est-ce que j'ai eu assez